Bonjour à tous, on va poursuivre donc ce tour d'horizon autour des nouvelles voies de la littérature ibérique. Donc je suis Thomas Stellandre et je vais animer cette rencontre avec Joaquín Pérez Azaustre. On dit donc nouvelle voie des littératures ibériques. Joaquín n'est pas à proprement parler une nouvelle voie puisqu'il a déjà publié de la poésie, il a publié 4 romans. Il est une nouvelle voix parce qu'en France, c'est la première fois qu'un de ses romans est traduit. C'est un nageur dans la ville, c'est au Seuil. On va pouvoir en discuter ensemble. Il faut savoir qu'on a un timing qui est assez serré puisque monsieur le maire vient faire une inauguration ici. Du coup, il va falloir tenir voilà, l'horaire. Joaquín Pérez Azaustre, pour le dire très vite, vous êtes né en 1976 à Cordoue. Vous écrivez donc en espagnol et je le disais, c'est la première fois que votre prose est traduite en français. Je propose qu'on l'écoute d'emblée, puisqu'on a la chance d'avoir une comédienne qui va nous offrir un moment de lecture, Juliette Mouchona. Ça va nous permettre d'écouter déjà le flow, puisque un nageur dans la ville, l'eau a ici beaucoup d'importance. Et vous allez pouvoir entendre, donc dans la traduction de Delphine Valentin, ce flow. Et déjà, d'emblée, vous laissez porter. Donc je vais laisser la parole à Juliette. Le nageur contemple son futur. Pas dans un premier temps lorsqu'il sort de chez lui ou de la cage à lapins qu'il appelle maison et prend le sac à dos préparé la veille. Ni quand il glisse les sandales en plastique derrière la serviette soigneusement pliée, vérifie qu'à l'intérieur se trouve le maillot de bain, les lunettes de piscine et le bonnet rouge qui s'adaptera à son crâne au point de le comprimer quand il l'enfilera. Le nageur ne voit pas non plus son futur quand il sort, sac à dos à l'épaule et lunettes noires sur le nez pour protéger ses yeux de la lumière crispée de la rue, de cet après-midi de pluie zébrée par la blancheur du soleil, ni sur le trajet en direction de la piscine dont il connaît par cœur les carrefours et les passages piétons, ni quand il franchit la porte de ce lycée dont les équipes de natation sont championnes nationales, qu'il paie le ticket d'entrée, pénètre dans les vestiaires et dit un bonjour absurde, un bonjour qu'en réalité personne n'entend. Il dit bonjour alors qu'il n'y a personne dans les vestiaires, pas l'ombre d'une présence antérieure, pas la moindre trace au sol. Et même quand il laisse tomber la pièce dans la fente du casier pour y ranger ses affaires, puis glisse la clé et perçoit son écho, le nageur ne peut voir son futur. Le nageur ne contemple son futur que lorsqu'il a déjà accompli quelques mouvements de brasse. Marcher de ce pas lent d'étranges canards maladroits, entraînant ses sandales sur la surface humide, accrocher la serviette au porte-manteau sous l'horloge murale, s'étirer rapidement les bras et les jambes, ou même choisir le couloir vide, si par chance il y en a un, ou le moins fréquenté. Tout cela ne suffit pas. Il faut qu'il entre en contact avec l'eau, dont la température va faire rayonner celle de son propre corps, qu'il prenne conscience de ses épaules et de son dos, de ses mains et de ses pieds, stimulés par la pression, et que sa tête commence lentement à se libérer. Et à force de tenir le compte des mètres parcourus et du temps passé à nager, peu à peu, un autre temps plus profond s'installe en lui, qui se déplace en tous sens. Du nord au sud, de l'est à l'ouest de son corps, en une succession d'images endormies qui alors seulement, au contact furtif de l'eau, s'éveillent et trouvent leur signification, se transforment en séquences et gagnent en lucidité. La piscine est occupée presque toute la journée par les équipes du lycée.
Mais durant la pause déjeuner le soir, profitant de l'absence des élèves, le bassin est ouvert au public, en prenant un ticket ou un abonnement aux horaires suivants. Les après-midi de 14h à 16h et en soirée de 20h à 22h. Le nageur, que nous appellerons Jonas, a l'habitude de s'y rendre plusieurs fois par semaine. Il vient souvent en mi-journée, comme aujourd'hui, en compagnie de Sergio, qui alterne une longueur de crawl et une longueur de brasse, contrairement à Jonas qui nage seulement la brasse. De ce fait, au cours d'un même temps, 50 minutes par séance ces 3 dernières années, quand Jonas nage 2500 mètres, Sergio parcourt au moins 500 mètres de plus. Non que Jonas n'ait pas une bonne brasse, il serait le plus rapide de la piscine s'il n'y avait pas un type que Sergio et lui surnomment l'homme poisson, qui respire sûrement avec des branchies et déploie un coup de pied prodigieux. C'est le plus aquatique de tous les nageurs, comme s'il avait des cuisses de grenouille prolongées par des palmes. Mais Sergio, lorsqu'il passe au crawl, va 2 fois plus vite qu'en brasse, la nage la plus lente. Le style de Jonas, c'est la nage en force. Jonas ne glisse pas sur l'eau, il pousse. De la même façon que la nage qu'il a choisie, la brasse, bien que ce ne soit pas exactement son choix personnel, mais celui des médecins, il y a 25 ans, afin de corriger sa scoliose naissante, a déterminé son corps, de même son style quand il nage, est tout à fait représentatif de sa personnalité. Jonas n'a pas la fluidité de l'homme-poisson. L'homme-poisson semble être l'un des courants alternatifs générés par le déplacement même des nageurs. L'homme-poisson pourrait être une étincelle d'eau. Sergio aussi, en un certain sens, surtout lorsqu'il nage le crawl, donne la sensation de s'intégrer parfaitement à l'eau, d'être aquatique, sans jamais se dissocier de la surface en maintenant sa ligne horizontale. Jonas, lui, n'a jamais glissé dans sa vie, ni dans l'eau, d'ailleurs, ni en dehors. Jonas ne fait que forcer. Jonas nage par à-coups. Il propulse ses épaules, ses dorsaux. Jonas propulse ses bras et un peu moins ses jambes, car ses membres inférieurs ne sont pas aussi puissants et le lestent. Sergio semble avoir au contraire un solide coup de pied. Parce que peut-être qu'il a toujours joué au football. Je continue. Certains dimanches, s'il y a un match important et qu'il a obtenu des places dans les loges, il va même au stade. On ne peut pas dire que Sergio n'a pas de force, mais elle ne lui est pas utile, parce qu'il sait se laisser glisser. Jonas, lui, ne sait que se propulser. Quand il nage, parfois, il entend une voix intérieure. Elle lui crie « Propulse-toi, propulse-toi !» Il y a longtemps que cette voix a cessé d'être celle de son père pour devenir sa propre voix. Et il se propulse. C'est tout ce qu'il sait faire. Se propulser encore et encore. Et bien immerger les épaules. Et prolonger le mouvement des bras. Et bien détendre les jambes. Et enfoncer la tête en essayant d'amplifier sur le prochain mètre le mouvement précédent. Il n'a jamais réussi à accumuler les impulsions. Il a toujours dû nager par degrés, couvrant la distance non pas grâce à l'énergie cinétique créée par le dynamisme lui-même, mais par un effort qui s'achève à l'instant précis où il cesse de nager, qui naît et meurt en lui-même. Pour toutes ces raisons, Sergio finit toujours quelques minutes plus tôt. Parfois, il nage un peu plus longtemps pour que Jonas ait le temps de parcourir les 2500 mètres. Et juste après, il s'arrête, retire ses lunettes, les pose sur le bord et se catapulte hors de l'eau en un gracieux mouvement de bras. Jonas profite de cette pause pour prendre 2 ou 3 respirations très profondes,
le regard levé vers cette immense baie vitrée horizontale à l'étage du dessus, à travers laquelle il distingue depuis l'eau translucide quelques silhouettes allongées, animées de légers mouvements et comme absorbées par le spectacle de la natation de l'autre côté de la vitre. Fini tranquillement, je vais me doucher. Jonas apprécie ce moment où il reste seul à observer la baie vitrée. Alors déjà, j'ai même pas présenté monsieur l'interprète qui peut se présenter parce que Fouad Mardambe. donc merci de faire une interprétation simultanée. Joaquin, je voudrais commencer en te demandant ce que ça fait d'entendre son texte dans une langue différente de l'écriture. Là, c'était les premières lignes de son roman, donc j'imagine celles sur lesquelles on travaille peut-être le plus, puisqu'on sait que c'est là-dedans que voilà, on rentre aussi dans le texte. Est-ce qu'on reconnaît son texte ? Qu'est-ce que ça fait de l'entendre dans une langue différente ? Pues me alegra mucho que me haga esa pregunta porque quería empezar por ahí. Je suis très content que vous me posiez cette question parce que je voulais commencer par là. O sea, es muy hermoso escuchar C'est très joli d'entendre el comienzo de la novela en una lengua tan hermosa como el francés, le début du roman dans une langue aussi jolie que le français. que además ha sido bellamente dramatizado por nuestra compañera. D'autant plus qu'il a été parfaitement dramatisé par notre camarade. Y si el sentido de leer ese fragmento era si yo podía percibir Si le sens de cet extrait pouvait être la entrada en el agua de Jonás y la entrada en el agua del lector, l'entrée dans l'eau de Jonas autant que l'entrée dans l'eau du lecteur, escuchándolo en francés, en l'entendant en français, la respuesta es que sí. la réponse est oui. Porque hay en la prosa que yo escribo, Dans la prose que j'écris, intento que haya una cadencia verbal, je fais en sorte qu'il y ait une certaine cadence verbale, una cierta musicalidad. une certaine musicalité. Y bueno, yo he tenido la gran suerte de tener una traductora maravillosa J'ai la grande chance et l'opportunité d'avoir une traductrice incroyable que se llama Delphine Valentín. qui s'appelle Delphine Valentin. Y gracias a su maravillosa traducción, yo creo que los juegos fonéticos y las esencias rítmicas Je crois que grâce à sa traduction, on a réussi à préserver donc, les sonorités. Gracias a eso, en francés yo lo puedo reconocer perfectamente. Je le reconnais parfaitement en français. Donc c'était un extrait où on rencontre Jonas, qui sera donc le personnage qu'on va suivre pendant tout le roman. C'est un personnage, voilà, il y a deux choses importantes dans sa vie. Il est photographe de métier, il travaille dans un journal, et il est nageur de passion. Et en fait, c'est quelqu'un qui a une vie comme ça, très organisée, où voilà, chaque jour, il va nager, il prend le métro, il va nager avec son ami Sergio. Je voudrais que l'auteur nous parle un petit peu de ce personnage et qui nous le présente à son tour. Joaquin, qui est Jonas ? ¿Jonás o Sergio? Jonas. Jonás es un tipo solitario. Jonas est un solitaire. Viene de una ruptura sentimental Il vient de vivre une rupture sentimentale y él se agarra a la rutina de la natación et il s'accroche à la routine de la natation como una tabla de salvación comme un certain sauvetage, comme une... en la arena movediza de su vida. avec le sable mouvant de la natation. Él es fotógrafo y hace fotografías para un periódico Il fait des photos pour un journal y al mismo tiempo, como fotógrafo más artista, le gusta fotografiar espacios vacíos. et il aime prendre en photo, en tant que photographe artiste, des espaces vides, Espacios que han sido deshabitados, que antes fueron habitados y que ya no lo están. des espaces qui étaient anciennement habités et qui ne le sont plus. Esto tiene su importancia en la novela porque
más adelante la gente comienza a desaparecer. C'est un fait qui a son importance dans le roman, puisque plus tard, les gens commencent à disparaître. Jonás es un tipo de 30 años que lo ha tenido todo para ser feliz. Jonas est un homme de 30 ans qui a tout eu pour être heureux. Pero no sabemos muy bien por qué la jugada le ha salido mal. On ne sait pas très bien pourquoi, mais ça n'a pas bien marché. Entonces su vida se ha reducido al trabajo y a ir a nadar con su amigo Sergio. Donc sa vie s'est résumée au fur et à mesure à la natation et au travail. Lo curioso es que su amigo Sergio tiene todo lo que él no tiene. La chose est que son ami Sergio, lui, a tout ce que Jonas n'a pas. Está casado, tiene 2 hijas y tiene una vida confortable. Il est marié, il a 2 filles et il a une vie plutôt confortable. Mientras que Jonás está radicalmente solo, Alors que Jonas est particulièrement seul, con esa doble soledad que conlleva la natación. avec cette double solitude qui est portée par la natation. Pero lo cierto es que cuando Jonás y Sergio se quedan solos por la noche después de haber cenado juntos y tomarse una copa, Mais c'est vrai que quand Jonas et Sergio se retrouvent seuls après avoir dîné et avoir bu quelques verres, los dos sienten la misma extrañeza de vivir. les deux sentent cette étrangeté de la vie. Et alors on lit, voilà, du coup, comme il y a cette routine quotidienne d'aller à la piscine et de nager, on lit beaucoup de pages sur la natation, le fait simplement voilà, d'avancer dans l'eau, ce que c'est de nager, la brasse, le crawl, ce que c'est d'aller dans un sens et de revenir. Je voudrais savoir très simplement pourquoi la natation et pourquoi la nage. Est-ce que c'est une passion? Est-ce que vous nagez vous-même? Ou est-ce que c'est une bonne métaphore? Ou pourquoi la nage? Yo soy nadador Je suis nageur. y llevo nadando toda la vida, desde que era muy pequeño. Depuis très jeune, je nage. Y en esa franja de mi vida entre los 20 y tantos y los 30, Entre mes 20 ans et mes 30 ans, empecé a sentir que en el propio hecho de nadar podía esconderse una historia. j'ai senti que derrière le fait de nager, il pouvait se tramer une histoire. Sobre todo cuando iba a nadar al pabellón yo solo por la noche Surtout quand j'allais à la piscine pour nager seul, y después de encadenar varios largos, et après avoir fait quelques longueurs, veía en la planta de arriba del pabellón unas sombras que se movían. je voyais sur le plafond une ombre qui bougeait. Que seguramente eran el efecto del agua proyectada en el cristal. C'était certainement l'effet de l'eau qui se projetait sur le plafond en verre. Pero la sensación que tenía era que alguien te estaba observando. Mais la sensation que j'avais, c'était que quelqu'un m'observait. Entonces tú estás solo en el agua, nadando a braza. Que nadar a braza es diferente a las otras modalidades. Et je nageais seul, donc en brasse, ce qui est différent des autres nages. Porque cuando tú nadas a crawl, te deslizas sobre la superficie del agua. Parce que quand tu nages le crawl, tu glisses sur la surface de l'eau. Cuando nadas a mariposa, irrumpe en el agua. Quand tu nages le papillon, tu casses, tu brises l'eau. Y claro, de espalda estás viendo el techo todo el rato. Sur le dos, on voit le toit pendant toutes les longueurs. Pero cuando nadas a braza, el efecto que tiene sobre el cuerpo Mais la brasse a cet effet sur le corps, es profundizar en el agua. c'est approfondir dans l'eau. Y a medida que va pasando el tiempo, profundizas también dentro de ti mismo. Et on s'approfondit nous-mêmes, en nous. Porque tú estás completamente solo con todos los fantasmas de tu pasado y tu presente. Parce que tu te retrouves seul avec tous les fantômes de ton présent et de ton passé. Y tu único elemento es el agua. Et ton seul élément, c'est l'eau. Y tienes la sensación de estar regresando al líquido amniótico del vientre materno, casi. Et tu as l'impression de revenir presque au liquide amniotique de ton passé. Pero cuando sacas la cabeza ves esa sombra moviéndose en el cristal. Mais quand tu ressors de l'eau, tu vois cette ombre qui bouge sur le plafond. Y si encima, después de nadar y esa soledad, sales a la calle y estás completamente solo, Si en plus, après cette solitude vécue en nageant, on sort dans la rue et qu'on voit qu'il n'y a personne, tienes la sensación de que eres el único habitante de esa ciudad. on a l'impression que nous sommes les seuls habitants de cette ville. Alors effectivement, Joaquin l'expliquait, il y a des disparitions progressives
Petit à petit, le roman évolue parce qu'on commence dans quelque chose de très routinier où on suit le parcours de ce personnage. Et puis, Jonas s'interroge puisqu'il se rend compte que sa mère a disparu. Et alors du coup, il retourne dans l'appartement et il cherche des indices. Et là, on voit le roman lui-même évoluer vers quelque chose presque de l'ordre de l'enquête. Et après, de plus en plus, vers quelque chose de presque fantastique. Et du coup, cette routine dans laquelle on était installé se dérègle progressivement. Moi, il m'a semblé à la lecture que c'était un roman du dérèglement progressif. Joaquín le vit comme ça aussi ou... No, yo vivo muy bien. Non, moi je vis très bien. Hubo un momento en el que Il y a eu des moments quise escribir una novela con un material vital muy cercano a mí. avec de la matière très proche de mon vécu. O sea, la ciudad que describo no es la ciudad que yo he disfrutado en mi vida adulta. La ville que je décris n'est pas la ville dont j'ai profité plus jeune. Pero sí es una ciudad posible. Mais c'est une ville possible. Y creo que es una ciudad real para muchísima gente. Et une ville réelle pour beaucoup de gens. Y que la soledad que describo es absolutamente inmediata para muchísima gente. Et que la solitude que je décris est une solitude très probable pour beaucoup de gens. Me interesaba que las desapariciones tuviesen una apariencia de normalidad. Je voulais que ces disparitions aient une apparence de normalité. O sea, un día tu compañero de trabajo no viene a la oficina. Un jour, ton collègue ne vient pas au bureau. Y no vuelve a aparecer. Et il ne réapparaît pas. Y nadie se pregunta por qué. Et personne ne se pose la question pourquoi. Entonces, poco a poco, las calles se van quedando más despobladas. Et de plus en plus, les rues se dépeuplent. Pero la gente sigue viviendo con normalidad. Mais les gens continuent à vivre normalement. Y a mí esa apariencia de normalidad era lo que me resultaba realmente inquietante. Et pour moi, cette apparence de normalité, c'est ce qui me semblait particulièrement inquiétant. Porque yo creo que en parte vivimos así. Parce que j'ai l'impression que d'une certaine façon, nous vivons ainsi. Et vous parlez justement beaucoup de ce décor. Le décor, c'est celui de la ville. C'est un espace urbain. La narration regarde beaucoup aussi l'architecture, ces paysages urbains. Je voudrais savoir si c'est quelque chose qui est vraiment inspirant pour Joaquín, ces paysages urbains, cette architecture. Est-ce qu'il dirait de son roman qu'effectivement c'est un roman de la ville? Sí. Oui. No puedo remediar cuando paso por delante de un edificio en derribo. Je ne peux pas éviter, quand je passe devant un immeuble, un edificio que lo están echando abajo y se ven, han tirado la fachada y se ven las habitaciones. Et dont ils ont enlevé toutes les pierres et dont on voit les chambres et les salles. Se ven los restos de la cocina, una cama, el cuarto de baño. On voit ce qu'il reste de la cuisine, de cet immeuble qui va être détruit, de ce qui reste des chambres. O sea, yo siento que esos espacios me están transmitiendo una emoción. J'ai l'impression que cet espace me transmet une émotion. La emoción de la desaparición de la vida que hubo allí. La disparition, cette sensation de la disparition de la vie qu'il y a eu dans cet immeuble. Y tengo esa relación con el espacio. Et j'entretiens cette relation avec cet espace. Entonces, por eso en la novela trato también de que el lector pueda participar de esa sensación. C'est pour ça que j'essaye dans le roman de faire en sorte que le lecteur participe à cette sensation. Y que cuando Jonás llega a su casa y describe minuciosamente todos los objetos que se encuentran en el piso de la madre. Quand Jonas arrive dans l'appartement de sa mère et qu'il décrit minutieusement ce qu'il voit, quiero pensar que el lector imagina el tipo de vida que tuvieron. J'ai envie que le lecteur imagine le genre de vie qu'ils ont pu mener. O sea, me gusta la literatura que no dice las cosas directamente. J'aime la littérature qui ne dit pas tout directement. Pero que juega con los sentidos, con los 5 sentidos del lector para llegar a la historia. Mais qui joue avec les 5 sens du lecteur pour qu'il arrive à l'histoire. Alors on a eu un aperçu, parce que là on parle de l'histoire, mais ce qui frappe peut-être d'emblée d'abord, c'est justement, on le disait, le flot de l'écriture. On l'a vu avec le passage
les premières pages lues par Juliette. Les deux aspects qui caractérisent le personnage de Ronas, la nage et la photographie, se retrouvent, il me semble, dans l'écriture elle-même de Joaquín, qui alterne entre une sorte de flot continu, comme ça, quelque chose de très délié, et par instant des instantanés. On est comme ça dans un travail qui est aussi un travail photographique. Je voudrais savoir, Joaquín, si c'est une question qu'on se pose quand on écrit, celle du style. Est-ce qu'on s'interroge sur la couleur qu'on veut donner à son texte, ou est-ce que finalement le texte il vient comme il vient? Est-ce que c'est réfléchi le style? Las dos cosas. Les deux. Yo estaba un día en mi casa en Madrid J'étais chez moi à Madrid. y me levanté de la cama, pues yo leo tumbado, Je me suis levé. y me senté en la silla, en la mesa de trabajo, Je me suis assis sur, je me suis assis sur mon bureau, au bureau. y en la semana siguiente escribí las 150 primeras páginas de la novela. Et cette matinée-là, j'ai commencé à écrire les 150 premières pages du roman. Fue como una escritura frenética. C'était frénétique, une écriture frénétique. Claro. Y en ese momento, después de eso paré y lo volví a leer todo, y fue cuando escribí, digamos, una estructura para el resto del desarrollo de la historia. Après ça, je l'ai relu, j'ai relu les 150 premières pages et j'ai commencé à construire donc, la structure du roman. O sea, para mí el proceso de escritura del libro termina en el momento en el que entrego el libro al editor. Pour moi, le processus d'écriture se termine lorsque je donne le livre à l'éditeur. Pero hasta ese momento hay muchas fases. Et jusqu'à ce moment-là, il y a énormément de phases différentes. Hay fases de escritura prolongada, Il y a une phase d'écriture prolongée, hay fases de análisis y corrección, un temps d'analyse et de correction, y hay una fase muy importante para mí, que es cuando guardo el libro en un cajón durante algunos meses. et une autre phase qui me semble très importante, c'est lorsque je range le livre dans une petite boîte et que je le laisse. Porque durante ese tiempo suceden dos cosas. Parce que pendant ces mois durant lesquels je laisse le roman, il se passe deux choses. Que yo consigo distanciarme un poco del texto, J'essaye de prendre et j'arrive à prendre de la distance avec le texte, pero al mismo tiempo el texto sigue vivo en mí. mais le texte continue à vivre en moi. Y de alguna manera cuando vuelvo a leerlo, sé lo que quiero cambiar. Et quand je le relis, à ce moment-là, je sais ce que je veux changer. Alors on vous interroge aujourd'hui dans le cadre d'un panorama sur les nouvelles voies ibériques. Alors j'expliquais que en fait vous n'êtes pas vraiment un romancier débutant et qu'en fait vous avez déjà une vie d'écriture derrière vous qui a commencé par la poésie, je crois. Est-ce que vous pourriez nous dire très rapidement, parce que là on va plus avoir beaucoup de temps, comment cohabitent chez vous ces deux aspects, la poésie et l'écriture comme ça au long cours, l'écriture du roman, et comment est-ce que peut-être un aspect nourrit l'autre? Est-ce que c'est très différent d'être poète et d'être romancier? Oui. La escritura surge de un deseo L'écriture vient avec le désir y de una necesidad muy íntima. et d'un besoin très intime. Realmente escribir no es una actividad cómoda Si l'écriture était une activité commode, ni una forma cómoda de vida. mais ce n'est pas une forme commode de vie, Con lo cual, yo creo sinceramente que se escribe por absoluta necesidad. moi je crois qu'il faut écrire quand c'est un besoin absolu. Y esa necesidad se corresponde con emociones distintas. Et ce besoin correspond à différents aspects. Me han hecho muchas veces esta pregunta y todavía me cuesta trabajo contestarla. On m'a souvent posé la question et j'ai toujours du mal à y répondre. Pero sin que lo que voy a decir sea ninguna regla que funciona siempre, Mais il n'y a jamais une règle qui fonctionne toujours. cuando esa emoción participa de un instante, de una imagen que te cautiva, cuando la emoción Quand l'émotion viene de una imagen, provient d'une image un instante, ou d'un instant que no está necesariamente unido a una historia, qui n'est pas nécessairement lié à une histoire, seguramente surge el poema. et parfois survient le poème.
si de ese instante de emoción pura cet instant d'émotion pure, surge una historia, de cet instant un pequeño relato, un petit récit, ahí puede estar el comienzo de una novela. ici peut commencer un roman. Y luego la convivencia es muy diferente. Mais vivre avec ça est autre chose. Porque la convivencia con un poema es un momento. Mais le poème ne représente qu'un moment. Pero la convivencia con una novela y con sus personajes puede llegar a ocupar 2 años de tu vida. Mais vivre avec un roman et ses personnages, ça peut durer 2 ans. Y el tipo de compañía y el tipo de intensidad es très différent. Et le genre de compagnie et d'intensité est très différent. Alors cette question du temps, on s'y trouve un petit peu confronté puisque, voilà, je vous le disais, il y a une inauguration là. Ce que je vous propose, c'est que voilà, si vous avez des questions, on pourra poursuivre la discussion, mais je crois qu'il va falloir laisser la place. Donc simplement rappeler voilà, ce roman qui est apparu en janvier 2015. Joaquín Pérez Azaustre, c'est un nageur dans la ville, c'est au Seuil. Et je vous remercie tous pour cet échange que je vous invite à poursuivre en dehors de cet espace. Merci beaucoup, bonne journée.